Souleymane Niang. Il y a un an, jour pour jour, un drame se jouait dans une maison du quartier Saréguilel de Tambacounda, le meurtre d'une jeune femme du nom de Binta Camara. L'enquête de police avait permis l'arrestation du présumé meurtrier qui, après être passé aux aveux, attend toujours son procès devant la chambre criminelle de Tambacounda. Pape Alioune Fall, le présumé meurtrier de Binta Camara, sera sous peu fixé sur son sort. En effet, le procureur de Tambacounda, Demba Traoré, promet de fixer la bonne date du procès sur l'affaire Binta Camara, la fille du DG de l'Agence pour le développement local. Reportage Moussa Omar Gueye. Demba Traoré, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tambacounda, va très prochainement fixer la date du procès sur l'affaire Binta Camara. Binta Camara a été tuée dans la nuit du 18 au 19 mai 2019. Le présumé coupable, Pape Alioune Fall, a été placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2019. Début août, reconstitution des faits au quartier Saréguilel. Fin avril 2020, le parquet refuse catégoriquement la liberté provisoire formulée par son avocat, Maître Clédor Cirelli. En effet, la date de la comparution qui a été fixée le 18 mars 2020 a été renvoyée à cause du contexte de la pandémie du coronavirus. À Tambacounda, les populations rencontrées attendent avec impatience la tenue du procès sur l'affaire Binta Camara. Ce que le président a fait, il doit criminaliser le viol, il doit corser la loi. On en a assez de ces viols-là. Au minimum 15 ans, 20 ans de prison. Je vous dis que je te le jure que justice sera faite. Et c'est des gens qui doivent prendre au moins 50 ans de prison, pour moi. Permettez-moi d'abord de prier pour que Binta Camara repose en paix. Ça fait mal. Et depuis lors, nous attendons. Il n'y a pas encore de jugement par rapport à ça. Celui qui a été indexé reste toujours un présumé. C'est ça, on n'a pas compris. Depuis que le crime s'est produit, depuis lors, la maison est fermée. Je pense que la vie devait continuer à ce niveau. Ça fait mal. À mon humble avis, la vie devrait continuer. La maison devrait être fréquentée, devrait être ouverte. D'ailleurs, ça allait permettre aux gens d'oublier un peu, et même à son papa, de dépasser un peu la chose. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Parlons maintenant de la situation du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Les faits marquants sont le grand nombre de guéris et 2 nouveaux cas graves admis en réanimation. Les détails et les autres informations du jour avec le docteur Marie-Khémé Ngom Ndiaye qui a fait le point ce matin. Sur 1172 tests réalisés, 64 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 59 contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Grand Yoff 1, Diamniadio 1, Fatick 1 et Touba 2. 103 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2544 cas ont été déclarés positifs, dont 1076 guéris, 26 décédés et donc 1441 sous traitement. Focus maintenant sur la région médicale de Kolda. Du 2 mars dernier à nos jours, le centre de traitement des épidémies de Kolda a reçu 65 patients du coronavirus. 13 malades sont guéris. Le centre a reçu un renfort en ressources humaines et en matériel. Ils ont démarré la prise en charge extra-hospitalière. Abdoulaye Diallo. Depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus au Sénégal, le centre de traitement de Kolda a enregistré 65 patients du Covid-19. Parmi eux, il y a eu des guéris. Dr Yaya Baldé, médecin-chef de la région médicale de Kolda, nous fait le point. Actuellement, la région de Kolda, nous sommes à 65 patients dépistés. Nous avons eu des cas de guérison au niveau de la région. Nous avons eu au total 13 guérisons. Nous avons également démarré la prise en charge extra-hospitalière que nous faisons dans un hôtel de la place pour les patients asymptomatiques. Le dépistage des sujets contacts se poursuit au niveau des districts ainsi que l'ensemble des activités de riposte. Ce qui fait qu'au niveau de la région, la coordination est au beau fixe. L'équipe technique du centre de traitement de Kolda a reçu un appui en ressources humaines et en matériel. Nous avons reçu un appui en ressources humaines, notamment pour le centre de traitement des épidémies au niveau de l'hôpital. Nous avons eu 5 infirmiers et 3 agents d'hygiène. Nous avons également 2 médecins qui arrivent, puisque l'hôpital travaille en sous-effectif. C'est un personnel très réduit, en tout cas en deçà des normes de ratio requis. Mais nous avons remonté le plaidoyer. Aujourd'hui, nous avons eu un appui favorable. Les ressources humaines sont renforcées, ainsi que les équipements par rapport à la
la prise en charge. Hier seulement, nous avons reçu un lot d'équipements qui est arrivé. Pour renforcer la sécurité de l'hôpital régional de Kolda qui abrite le centre de traitement, Mamboy Diao, directeur national des domaines, a appuyé les travaux de reconstruction de 2 pans du mur de clôture de cet hôpital qui ont été démolis par les eaux de pluie. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Retour à Dakar avec cette bonne nouvelle. L'un des 5 agents de l'hôpital Dantec testé positif au Covid-19 est guéri. Les autres sont sous traitement. Écoutons le docteur Atoumane Faye, coordonnateur du comité Covid-19 de l'hôpital Le Dantec au téléphone avec El Hadj Ndiogoudjen. Nous avons 5 agents qui ont été infectés par le Covid. Actuellement, il y en a d'ailleurs un qui est sorti de l'hôpital, déclaré définitivement guéri. Et il y a les 4 autres. Donc il y a un qu'on va admettre même aujourd'hui. Les 3 autres vont très bien, ils sont sous traitement et un contrôle est prévu certainement demain. Mais sinon, ils vont très bien, il n'y a pas de problème. C'est les mêmes dispositions pour tout le monde, comme je le dis souvent, parce que la protection d'abord, elle est individuelle avant d'être collective. Et c'est exactement les mêmes dispositions qui sont prises à l'encontre et du personnel soignant, mais également à l'encontre des autres patients. Donc on le dit exactement ce qu'il faut faire. Et puis, on n'arrête pas de leur donner les mesures appropriées pour éviter la contamination. Les dispositions sont prises, donc les mesures barrières sont prises. Maintenant, voilà, on n'arrêtera jamais de leur répéter, de faire exactement, de respecter ces mesures. Parce que sinon, après, comme vous le voyez, c'est assez compliqué pour tout le monde. C'est dans ce contexte de pandémie du Covid-19 que s'ouvre ce lundi la 73e Assemblée mondiale de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, qui est la cible de vives critiques après les États-Unis, c'est au tour de l'Union européenne de réclamer une évaluation indépendante de l'action menée par l'organisation depuis l'apparition du nouveau coronavirus. Entre problèmes de gestion et de leadership, l'OMS est sous le feu des projecteurs. Anna Rocha. Cette 73e Assemblée mondiale de la santé, c'est l'occasion pour les leaders de santé de s'engager à lutter ensemble contre le Covid-19 dans l'unité, dans la solidarité, seul moyen de stopper cette pandémie et de protéger le monde. Voici ce qu'a tweeté ce matin le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Tedros Adhanom Ghebreyesus, premier Africain à diriger cette institution, est au cœur des critiques américaines surtout. Il est accusé par Donald Trump d'être trop proche de la Chine et d'avoir mal géré la pandémie de Covid-19. Les États-Unis ont même décidé de suspendre provisoirement leurs subventions accordées à l'OMS. Certains experts en santé publique avec qui nous avons échangé ce matin semblent donner raison au président américain. Objectivement, il y a un réel problème de gestion de l'actuelle crise sanitaire. L'OMS aurait pu et même dû être plus proactive dans cette affaire, comme ce fut le cas en 2003 avec l'épidémie de SRAS. En anticipant sur les informations et sur les actions, la maladie a été à l'époque vite maîtrisée. Un peu plus de 8000 personnes infectées, moins de 800 morts et seuls 29 pays touchés. Mais pour ce nouveau coronavirus, l'OMS a attendu la notification officielle en fin décembre des premiers cas déclarés par la Chine pour agir. Et ce n'est qu'en janvier qu'elle a pu obtenir l'autorisation chinoise d'envoyer à Pékin des experts pour s'enquérir de la situation exacte. Or, selon certaines informations, la maladie est apparue bien avant, en novembre 2019, à Wuhan. La riposte sanitaire devient dès lors trop tardive, explique un expert. L'autre problème de l'institution actuellement, c'est son leadership. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les États-Unis qui défient l'organisation. Les pays européens aussi s'en mêlent. Durant ces 2 jours de réunion, l'Union européenne va porter une résolution pour l'ouverture d'une enquête indépendante sur la riposte sanitaire coordonnée par l'Organisation mondiale de la santé. Mais d'après certains médias étrangers, le texte en question ne précise pas quand cette évaluation sera faite. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Les avocats se disent impactés par le Covid-19. La suspension des audiences pendant plusieurs semaines a entraîné un énorme manque à gagner pour eux. Les robes noires s'interrogent aussi sur l'application des mesures barrières lors des audiences et autres consultations. Suivons le dossier de Koumba Sandiane Faye à ce sujet.
La reprise des audiences des cours et tribunaux devait se tenir ce lundi, suite à l'assouplissement de l'état d'urgence. Des magistrats qui ne semblent pas être les seuls acteurs de la justice à manifester leur désaccord. Selon des avocats, il fallait d'abord résoudre l'équation à plusieurs inconnus. Maître Boursepuy est avocate à la Cour. Il y a le problème des salles d'abord, qui risque de se poser. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une seule salle peut permettre de respecter la distanciation physique. C'est la salle 4. En dehors de cette salle, dans toutes les autres salles, il pourra se poser un problème pour respecter cette mesure barrière. Si on ne permet pas aux justiciables de venir au tribunal, de se rendre aux audiences, le problème de la règle du contradictoire ne sera certainement pas respecté. Un autre avocat, Maître Hassan Diomandia, de soutenir que les acteurs devaient être préparés. Ils veulent se préserver, ils veulent préserver leur droit à la santé. Donc, quelle que soit la volonté politique du gouvernement, évidemment, les acteurs apparemment ne sont pas préparés, si bien qu'aujourd'hui, toutes les affaires sont renvoyées. Ces robes noires, si certains, depuis la suspension des audiences, effectué du télétravail. Pour d'autres, un autre planning s'est imposé. Mais vous voyez la contradiction entre cette volonté des justiciables d'atteindre à tout moment leurs avocats et l'inaccessibilité de ces avocats du fait de ce contexte. Au cabinet, nous faisons des rotations entre avocats lorsqu'on est plusieurs et même avec les collaborateurs. Quoi qu'il en soit, ils font l'unanimité sur le manque à gagner durant cette crise. Ils sont aussi impactés. Les jugements ne sont pas rendus, les délibérés ne sont pas rendus, les exécutions sont suspendues. Et certains clients, évidemment, du fait de ce contexte, ne pensent pas à aller confier des affaires à des avocats. Et pendant ce temps, les sages sont là, on dépense sans avoir des recettes. Et là, on pense que l'avocat, il n'a pas de difficulté, on ne l'intègre pas dans le programme d'aide. Le secteur de la justice est paralysé depuis plus de 2 mois. Et ce lundi, l'on ne peut presque pas parler de réelle reprise des audiences. Les magistrats disent niet à cette reprise. Justement, l'Union des magistrats du Sénégal, l'UMS, émet des réserves par rapport à la reprise des audiences dans les cours et tribunaux prévues cette semaine. Les magistrats exigent des mesures d'accompagnement. Le président de l'UMS, Souleymane Teliko, est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Nous sommes conscients que le service de la justice doit être assuré de manière continue. Ça, c'est normal. Mais encore faut-il que cette reprise se fasse dans des conditions qui garantissent la sécurité de tout le monde. La sécurité aussi bien du personnel judiciaire, magistrats, greffiers, secrétaires réunis, que des acteurs judiciaires, les avocats et du public. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et pour cela, il faudrait, d'une part, que les juridictions reçoivent suffisamment de matériel de protection, notamment des masques, de gel hydroalcoolique, de thermoflash, ce qui n'est pas encore le cas au moment où je vous parle. Et ensuite également que les collègues puissent réfléchir sur une réorganisation des services de manière à se conformer aux mesures de distanciation. Parce que si on doit reprendre les audiences dans les conditions actuelles, comme si de rien n'était, le risque est que la pandémie se propage. Donc, vous n'allez pas reprendre tant que les conditions d'une reprise ne sont pas réunies, à savoir tant qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Il n'appartient pas à l'UMS de décider de la reprise ou de la non-reprise. L'UMS donne son avis. On a donné notre avis à la fois au ministère de la Justice, à qui on a adressé un courrier pour lui demander de mettre à la disposition des juridictions, de toutes les juridictions du pays, du matériel de protection adéquat. On a également adressé un courrier à tous nos collègues pour leur demander, au cas où ils décideraient de reprendre, de réorganiser leurs services de manière à se conformer aux mesures de distanciation édictées par les autorités sanitaires. Actuellement, les collègues sont en train de se réunir dans toutes les juridictions pour voir dans quelle mesure ils pourraient réorganiser leurs services. Voilà pour la justice. Dans le secteur des transports, malgré l'assouplissement des mesures de restriction, les chauffeurs de taxi nourrissent des inquiétudes. Ils approuvent toutefois la nouvelle réglementation qui leur permet de transporter 3 personnes. Reportage Nafissa Toussila. Il ne prend pas plus de 2 clients dans son taxi. El Hadj Diop se dit pas du tout rassuré. On n'est pas rassuré à 100%. C'est inquiétant. Vu la situation de
de l'évolution de la maladie, c'est inquiétant. Je dis qu'à mon niveau, il serait préférable d'avoir un seul client au lieu de 2 ou 3. Aliou Cham, un autre chauffeur de taxi, est sur la même longueur d'onde. J'ai vu ce matin des chauffeurs qui étaient en train de faire monter 3 passagers dans leur véhicule. Mais moi, je me limite à 2. C'est largement suffisant. Il y a même des gens qui me demandent de prendre 3 passagers comme les autres, mais je refuse. La maladie est toujours là et vraiment j'ai peur. Et l'âge Diop nous fait part de ses inquiétudes. Avec un seul client, on pouvait gérer la situation. Là, il y a moins de risques, il y a moins de contamination parce qu'il est obligé de s'asseoir derrière. Là, il y a la distance qu'il faut. Avec son argent, tu pourras désinfecter l'argent, désinfecter la personne, désinfecter la voiture. Mais avec 2 ou 3 clients, c'est compliqué. Ça, c'est pas rassurant du tout. Bon, on essaie de faire avec, mais c'est compliqué, c'est pas du tout rassurant. Cette nouvelle donne ne semble pas trop emballer certains chauffeurs de taxi qui jusque-là optent pour la prudence. Là, il est 12h17 et vous écoutez le grand journal sur la RFM. Faut-il remettre en cause la fiabilité des tests effectués par l'Institut Pasteur, vu les erreurs déclarées et avouées à l'hôpital Fann et à Madagascar? Il y a lieu de se poser la question si pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ce sont des choses qui peuvent arriver. Un épidémiologiste demande tout de même au laboratoire de s'expliquer pour rassurer les populations. Mohamed Ali Mouba. Selon le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, les quelques erreurs constatées ça et là ne peuvent remettre en aucune façon la fiabilité des tests effectués par l'Institut Pasteur. Lolo warul remettre en cause la crédibilité des tests. En tout cas, à notre niveau, remettre en cause la crédibilité de Pasteur. Une des explications est à chercher dans la sensibilité du test, selon le professeur Massamba Diouf, épidémiologiste. C'est que un test pourra être fiable lorsque sa valeur de sensibilité ou de spécificité s'approche de 1. C'est-à-dire qu'on doit avoir un pourcentage qui avoisine 1. Plus le pourcentage ou la proportion s'approche de 1, on pourra dire là que le test est sensible et le test est spécifique. Toutefois, l'épidémiologiste invite l'Institut Pasteur à s'expliquer. Le ministère de la Santé devrait peut-être saisir les services de l'Institut Pasteur pour nous donner plus d'éléments de clarification. L'Institut Pasteur, une référence mondiale avouée à 2 reprises, s'est trompé sur les tests à Fann et à Madagascar. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Barthélémy Ngom. Rebonjour Souleymane Nia et bonjour à tous. Le Covid-19 gagne du terrain en Gambie, 24 cas à ce jour. Eh bien oui, l'annonce a été faite hier, un peu tard dans la soirée d'ailleurs, par les autorités. Les détails dans cette correspondance de Wouri Diallo. Oui, après seulement une semaine de répit, top le décompte, ça reprend avec le 24e cas de Covid-19 confirmé tard dans la soirée ce dimanche. Un 24e cas qui concerne un homme bissau-guinéen de 47 ans qui est chauffeur employé au consulat du Nigeria dans son pays, la Guinée-Bissau. L'homme a été intercepté très récemment à la frontière au moment où lui et son boss, qui serait le consul, d'après des informations, tentaient d'entrer sur le territoire gambien pour une visite médicale très urgente, nous dit-on. Très urgente, leur visite médicale, oui, maybe, peut-être, mais en tout cas, lui, le chauffeur et son patron ont été stoppés net. Stoppés net, puis automatiquement mis en quarantaine jeudi dernier 14 mai. Prélèvement réalisé le 15, fallait donc attendre les résultats des tests. Alors, ils sont sortis, ces résultats, très tard le 16 mai. Positif pour le chauffeur de 47 ans, négatif pour son compagnon, son boss, qui, nous le rappelons encore, serait le consul du Nigeria à Bissau. Enfin, cette précision importante, le duo de voyageurs confie avoir passé 3 nuits à Ziguinchor, au Sénégal. RFM à Banjul, Wouri Diallo. Ça va vite également en Mauritanie. 22 cas pour la seule journée d'hier. La Mauritanie est aujourd'hui à 62 cas avec 4 décès. L'information a été donnée par le directeur de la santé publique, Sidi Mohamed Zahaf, au micro de Mohamed Diop. On a pu réaliser 134 tests. Et donc, parmi les 134 tests, 22 sont revenus positifs. Donc, ce qui porte le nombre de cas enregistrés dans le pays jusqu'ici à 62. Pour ce qui est de la prise en charge, nous avons aujourd'hui 49 cas qui sont hospitalisés dans le centre de prise en charge. Et donc, parmi les 45, 44 sont asymptomatiques. Ils ne représentent aucun signe.
Et ils sont là, juste on les a amenés là-bas dans la perspective de notre stratégie de prévention de la propagation de l'épidémie. 5 cas seulement ont besoin de soins. Ils ont des signes bénins, des signes simples. Et donc, ils ont besoin de certains soins. Et on n'a pas, heureusement, on n'a pas de cas graves qui nécessitent de la réanimation. Plusieurs civils tués en RDC dans un nouveau massacre en Ituri. Une vingtaine, dont des femmes et des enfants. La tuerie a eu lieu ce week-end. Des sources informent que les victimes ont été tuées à la machette, au couteau et avec des armes à feu. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés soutient dans son rapport que plus de 700 personnes ont été tuées depuis fin 2017 au Congo. Des tueries qui sont attribuées pour la plupart à une milice ethnico-religieuse, la Codeco, c'est la coopérative pour le développement du Congo. Le présumé financier du génocide rwandais de 1994 arrêté en France. Cette arrestation de Félicien Kabuga sonne comme un coup de tonnerre. Cela fait 26 ans que cet homme d'affaires rwandais se cache. Selon l'acte d'accusation de la justice internationale, Félicien Kabuga est l'une des pièces maîtresses du génocide des Tutsis au Rwanda, vu qu'il avait mis sa fortune et ses réseaux au service du financement des tueries Souleymane. Merci, Barthélémy Ngom. RFM, la radio de toute l'actualité. À présent, Coronews, l'actualité du Covid-19 à travers le monde avec vous, Youssouf Bodian. Avec 103 patients guéris en 24 heures, le Sénégal a franchi la barre des 1000 guéris, soit un taux de 42,3%. L'Afrique du Sud a annoncé hier 1160 nouveaux cas de contamination au coronavirus, le bilan quotidien le plus élevé dans le pays. Le gouvernement a lancé une stratégie de tests massifs qui a concerné 460 873 personnes jusqu'ici. Le pays le plus touché en Afrique compte 15 515 cas pour 264 décès. La Tunisie, qui était restée des jours sans enregistrer de cas positifs au coronavirus, a recensé samedi 2 nouveaux cas, soit un total de 1037 cas. 807 patients sont guéris et 185 sont en traitement, mais seulement 3 d'entre eux sont hospitalisés. Avec ces résultats encourageants, la Tunisie veut sauver sa saison touristique en multipliant les mesures d'hygiène. Le pays s'est engagé sur ses sites touristiques dans un vaste programme d'hygiène, chambres désinfectées et laissées vides pendant 48 heures entre chaque touriste, distance entre les tables, contrôle des températures entre autres. À ce jour, le Nigeria compte le plus grand nombre de cas en Afrique de l'Ouest, près de 6000 cas positifs pour 182 décès. Le pays a annoncé qu'il va effectuer des tests sur le Covid Organics de Madagascar. Selon l'agence nigériane en charge de l'agrément des médicaments, des tests vont maintenant être menés selon une procédure accélérée pour vérifier la sûreté et l'efficacité de cette solution. À son tour, l'Institut de recherche médicale du Kenya a commencé à tester un remède contre le coronavirus. Le Zedupex est un produit à base de plantes vendu en poudre dans des sachets ou encore en crème. Il est actuellement utilisé au Kenya contre l'herpès. Le produit a été présenté en fin de semaine à la commission santé de l'Assemblée nationale par le professeur Yeri Kombe, directeur général du KEMRI. L'Afrique compte désormais plus de 80 000 cas d'infection au coronavirus pour 2 704 décès et 31 078 guérisons. L'épidémie progresse sur le continent, mais lentement si on le compare par exemple aux États-Unis où le nombre de morts est largement supérieur au nombre total de cas positifs recensés en Afrique jusque-là. En France, dans la banlieue d'Angoulême, des écoles ont été de nouveau fermées après des cas de Covid-19 chez 2 membres de l'équipe. Même décision pour une école à Nice après qu'un élève a été testé positif. Au total, quelques 70 cas ont été détectés dans les 40 000 écoles ayant rouvert en France. L'Italie, premier pays à avoir adopté un confinement total de sa population, débute ce lundi la phase 2 de son déconfinement avec la réouverture des commerces, cafés, terrasses entre autres. Symbole fort dans ce pays catholique, la basilique Saint-Pierre rouvre ses portes ce lundi aux visiteurs, mais les fidèles devront encore patienter pour y entendre la messe. Dans la course au vaccin contre le coronavirus, les États-Unis misent sur un scientifique d'origine marocaine. Moncef Slaoui a été nommé par Donald Trump à la tête de l'équipe chargée de trouver un vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin de l'année. À 60 ans, ce scientifique qui a obtenu son bac à Casablanca vit aujourd'hui entre les États-Unis et Londres. Il faisait partie, jusqu'à il y a quelques jours, de la direction d'un groupe de biotechnologie qui travaillait déjà sur un vaccin contre le coronavirus. S'il reconnaît que sa mission n'est pas simple, Moncef Slaoui assure qu'il n'aurait jamais accepté s'il n'était pas sûr de réussir.
En 2016, le magazine Fortune le classe parmi les 50 personnalités qui changent le monde. Monsef Slaoui a notamment participé au développement de vaccins contre la gastro-entérite infantile et le cancer du col de l'utérus. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 18 mai 2020, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. État d'urgence, couvre-feu, interdiction de circuler, contagiosité du Covid, Dr Thior d'un coup de pied casse le code Corona. Invité du grand jury de la RFM, l'expert en santé publique ne se laisse pas aller au consensus médical sur le coronavirus. Le journal Vox Populi, qui décrypte les minutes de l'entretien, note qu'il a tout remis en cause. Le Covid-19 n'est pas une maladie très contagieuse. Pourquoi continuer l'état d'urgence? Ça apporte quoi, se demande-t-il? Tout le monde sait que le confinement ne sert à rien et de dire contre toute attente que la stigmatisation vient du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans sa façon, dit-il, de communiquer. Le journal LAS en conclut donc que Dr Moussa Thior banalise le Covid-19, mais question du journal Le Quotidien, son commentateur du jour, plus précisément, comment vivre avec le virus puisqu'il ne nous reste plus que ça. Doit-on se regarder en chien de faïence ou au contraire laisser le virus poursuivre la théorie de Darwin, faucher les moins solides et épargner les plus résistants? Pour le confrère, le chef de l'État Macky Sall doit interrompre sa partie de ludo et nous dire une idée. Pourquoi ne prendrait-il pas un bain de foule le jour de la Korité? Chambray, le confrère, prêché par l'exemple, pourquoi pas avant de retourner dans les salles d'audience. L'OMS refuse le test, en tout cas, constate le journal Le Quotidien. La situation de la maladie demeure encore préoccupante au Sénégal. L'Association des magistrats du Sénégal demande au président de juridiction de privilégier la santé du personnel et des justiciables. La magistrature, justement, grogne là-bas, nous dit le journal LAS. C'est au sujet de la retraite de Mamadou Badio Camara, le premier président de la Cour suprême. LAS a appris donc que 16 magistrats sont en lice pour le remplacer. Des nouvelles des Sénégalais de l'extérieur, elles ne sont pas bonnes. Le journal Tribune informe qu'au moins 111 Sénégalais sont morts du Covid-19. Pendant ce temps, un éventuel vaccin contre le coronavirus divise les pays africains. Selon le journal Enquête, au moment où de nombreuses organisations et personnalités internationales prônent la gratuité de ces potentiels vaccins pour éviter l'exclusion des pays les plus faibles de l'accès à ces futurs remèdes, le débat tourne autour essentiellement du refus systématique. L'après-Covid, le gouvernement le prépare ardemment pour relancer l'économie nationale. Un plan Sénégal post-Covid en gestation. Selon le journal Le Soleil qui donne l'information, le gouvernement va miser davantage sur les forces endogènes. L'affaire Sénélec-Akilé, la bataille prend une nouvelle tournure avec l'entrée en liste du club des investisseurs du Sénégal dont le communiqué en date du 14 mai dernier crée des remous dans les rangs. Selon Sud Quotidien, cette édite a même réveillé le syndicat des travailleurs de l'électricité qui entend barrer la route à ce qu'il qualifie de hold-up. Conséquence, écrit le journal Les Échos, le club des investisseurs éclate en 1000 morceaux. À la une du journal L'Observateur, ce témoignage de la mère d'un des enfants égorgés à Touba. Le journal nous parle de descente aux enfers de cette dame. Elle est traumatisée, elle n'a plus goût à la vie. L'arrestation de son mari l'a davantage fait sombrer. Dans le journal Source A, c'est Abdoulaye Sène, le papa à Fallou Sène, tué, souvenez-vous, à l'UGB. Il confie à Source A que la maison que Mariam Faye lui a offerte a déjà été achevée. Elle coûte cher, mais elle n'a ni eau ni électricité. Idriss Seck avait promis de réfectionner sa maison. Il avait déjà commencé à honorer sa promesse, mais beaucoup de briques qui ont été faites sont en train de se détériorer. Fin de citation. Et puis sport, à la une du journal Record, sa vie sur les potentiels remplaçants de Suarez. Il dit en tout cas que Sadio ne s'adapterait pas au style du Barça. La légende du FC Barcelone affirme que la superstar de Liverpool aurait du mal donc à s'adapter à ce style du jeu du club catalan car il ne peut pas se déplacer dans de petits espaces. À la une du journal Stade Quotidien, la Bundesliga reprise à 100 à l'heure, note le confrère. Dortmund déchaîne Bayern, assure. L'Allemagne produit du spectacle et montre la voie. Dans le journal Sunulam, l'utilisation problématique de l'arène nationale, les concertations de 2018 ont-elles répondu aux attentes, se demande le confrère. En tout cas, Matarba nous dit que ces concertations étaient souhaitées et attendues. L'utilisation de l'infrastructure toujours problématique, 500 000 francs pour la location, 500 000 francs pour la sécurité. Aucune direction pour traiter avec les promoteurs. Le poste de police toujours pas installé, des choses arrachées par des supporters récalcitrants.
Boa noite a todos. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h31, bienvenue à Point de vue. Nous discutons aujourd'hui de la désertion des structures de santé en cette période de Covid-19. Quelle solution pour éviter la psychose? Pour en parler, nous sommes pour l'instant avec M. Chersek, coordonnateur du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale. M. Sek, bonjour. Bonjour Suleiman. Alors, on a noté ces derniers temps des structures de santé qui ont été désertées par des patients qui avaient besoin des services de santé, mais qui avaient peur de se rendre dans ces structures de santé. Est-ce que vous avez, dans un premier temps, une idée de l'ampleur du phénomène? Est-ce que vous l'avez évalué? Est-ce que vous savez quelles sont les zones les plus touchées? Et les raisons principales, à part le fait simplement qu'il y a une maladie grave quand même, qui fait que les gens ont peur. Est-ce que vous avez analysé le phénomène? Voilà. Merci Suleiman. Permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de la RFM et aussi de tous les travailleurs du secteur de la santé et du secteur social, ainsi que tous les camarades des autres organisations syndicales. Bon, on peut analyser sur plusieurs angles. D'abord, les conséquences sur la prise en charge correcte des autres affections. Ça, c'est la première des choses, avant de penser aux incidences financières. Parce qu'il y a plusieurs autres affections de personnes qui avaient des maladies chroniques, à savoir le diabète, l'hypertension artérielle, des problèmes rénaux, qui aujourd'hui, par rapport à leur affection ou peut-être liés à l'état d'urgence, devraient avoir des rendez-vous à Dakar et que peut-être qu'ils sont dans des régions reculées comme Matam, comme Louga, et qui avaient des difficultés pour se déplacer et honorer leur rendez-vous. Ça, c'est un premier problème. La conséquence logique est que le suivi ne sera pas du tout correct en ce qui concerne ces affections. Et beaucoup risquent peut-être de voir leur maladie, en tout cas leur affection, s'aggraver. L'autre élément, c'est une peur peut-être que certains malades ou patients ont à fréquenter certaines structures sanitaires, parce qu'ils se disent que s'ils viennent dans les structures sanitaires, ils peuvent contracter le coronavirus. Donc, ils préfèrent rester chez eux. Cela a eu des incidences financières au niveau des structures sanitaires, surtout au niveau des hôpitaux. Vous savez, les hôpitaux, pratiquement à plus de 70% du personnel est constitué de personnel contractuel. Ce qui constitue des fonctionnaires, parfois ne font même pas 30 ou bien même 40%. Donc, vous conviendrez aisément que, en ce qui concerne le traitement salarial de ces agents, ne peuvent être tirés que sur les recettes générées par ces mêmes structures. Nous reviendrons tout à l'heure sur les aspects économiques, financiers, justement, de ce phénomène d'éviction des structures sanitaires. Je voudrais, avant cela, introduire le docteur Ousmane Gueye, directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Docteur Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons évidemment de cette psychose qui fait que pour certaines structures sanitaires, en tout cas, il y a ce phénomène les gens évitent d'aller dans ces structures de peur de contracter le coronavirus. Derrière, bien naturellement, il y a un volet communication très très important. Comment vous appréhendez ce phénomène et quelle ébauche de solutions vous avez mise en place pour justement rassurer les populations en termes de communication? Voilà, merci M. Nia, et permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs et saluer mon co-débatteur et dire qu'effectivement, vous savez, cette pandémie a quelque part bouleversé même, je dirais, la sociologie même hospitalière. Et de ce fait, effectivement, vous avez parfaitement raison. Peut-être quelque part, les gens ont peur de fréquenter les structures hospitalières parce que croyant que c'est à ce niveau qu'ils auront le corona ou bien c'est à ce niveau qu'ils seront dépistés positifs. Je crois qu'il y a lieu aujourd'hui peut-être de resensibiliser ou bien de réadapter le discours
par rapport à cette maladie, expliquer à cette population effectivement que c'est pas à l'hôpital qu'ils pourront attraper cette maladie. Je pense que ça également c'est un discours à livrer aujourd'hui envers la population, parce que quelque part, je ne vais pas rentrer dans le débat financier pour le moment, mais je dirais que l'impact sur la santé de la population, c'est ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, le plus souvent, ceux qui fréquentent les structures hospitalières, les points de prestation de santé, en dehors des affections aiguës, c'est ceux qui portent les pathologies chroniques. Et quand on parle de pathologies chroniques, mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, les bronchopneumopathies obstructives, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le plus souvent, c'est des populations à un certain âge qui ont ces pathologies, et c'est ces populations qui désertent aujourd'hui les structures hospitalières. Mais quels sont les canaux de communication que vous avez avec ces populations spécifiques pour leur passer le message au-delà de la population générale, hein? Mais vous le dites vous-même, ces gens sont extrêmement sensibles. Est-ce que vous avez des canaux spécifiques de communication avec eux? Effectivement, c'est les canaux usuels que nous utilisons. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la radio, c'est la télé, c'est les communications interpersonnelles, mais également nous avons commencé aujourd'hui à faire une sensibilisation destinée effectivement à ces populations vulnérables. Cette sensibilisation, c'est la sensibilisation de proximité, mais également c'est l'élaboration de guides pratiques pour ces populations. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui que l'accent soit mis sur ce message qui dit effectivement que vous, qui avez ces pathologies chroniques, certes, vous êtes exposé vous êtes fragile face à cette maladie, mais cela ne doit pas vous empêcher d'aller continuer à suivre vos rendez-vous chez vos médecins. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de se protéger. Et ça, c'est valable pour toute la population générale. C'est le port de masque, c'est la distanciation sociale, mais également, il faudrait quand même qu'on aille vers ce système de rendez-vous. C'est fondamental. C'est-à-dire appeler votre médecin, prendre un rendez-vous, ce qui fait qu'il n'y aura pas un rassemblement à l'hôpital, mais ça sera à des heures fixes que le médecin pourra vous prendre pour une consultation. Je pense que ça également, c'est un type de message qu'on doit adresser à cette population, mais leur expliquer effectivement que ce n'est pas à l'hôpital qu'on va prendre cette maladie. C'est en dehors de l'hôpital qu'on peut prendre cette maladie. Et donc, à l'hôpital, en venant, il faut tout simplement se protéger, mais trouver également le prestataire protégé. Je pense que c'est ça qui est important. Très bien. Chersek, vous êtes au contact direct des malades tous les jours. Quel est le message que vous leur donnez? Quel rôle jouez-vous justement dans le dispositif, la stratégie que vient d'évoquer le docteur Ousmane Gueye? Bon, nous ne faisons que les rassurer. Moi, je suis dans mon service à l'heure où je vous parle. Depuis ce matin, je prends mes malades. Donc, c'est de les rassurer et de leur faire savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il est nécessaire qu'ils prennent les mesures de protection. Nous, au niveau de nos services aussi, nous faisons en sorte de ne pas être des vecteurs. Parce que en tant qu'agent, on peut être un vecteur sans pour autant s'en rendre compte. Parce que si vous avez 10 à 15 malades que vous devrez prendre par jour, il suffit qu'un seul malade, peut-être par inadvertance, est en contact avec vous et que vous ne prenez pas vos dispositions, vous risquez de faire contracter cette maladie à d'autres personnes. Donc, sur ce point précis, non seulement nous le faisons, mais nous sensibilisons. Mais il y a un problème aussi majeur qui aujourd'hui, on ne peut pas l'occulter. C'est-à-dire que moi, je suis dans un service où je prends beaucoup de sujets âgés. Parce que c'est des malades qui ont, par exemple, l'accident vasculaire cérébral et qui viennent pour leur rééducation. C'est des malades qui ont, par exemple... Je rappelle que vous êtes à l'hôpital Idrissa Pouye. Voilà, je suis physiothérapeute à l'hôpital Idrissa Pouye, donc je m'occupe de la médecine physique et de la réadaptation fonctionnelle. Donc, sur ce point précis, je dis, la plupart de nos malades, c'est des sujets âgés. Soit vous êtes opéré de la prostate, vous avez des troubles sphinctériens, vous venez en rééducation urogénitale, soit vous avez l'accident vasculaire cérébral, vous venez pour une rééducation en hémiplégie ou autre maladie, soit aussi, c'est des enfants aussi, qui doivent venir, qui constituent aussi des couches vulnérables, même si on constate que par rapport à cette pandémie, ils ne sont pas trop touchés. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte aussi, parfois il nous arrive, pour ne pas prendre de risques par rapport à ces malades, parce qu'il est préférable d'avoir un malade handicapé à vie
que de perdre la vie parce que vous avez voulu vous faire soigner. Parce que c'est à notre niveau aussi d'assurer toute la sécurité par rapport à ces malades. C'est-à-dire de mettre à disposition de ces malades et d'ailleurs même à l'entrée de l'hôpital, tout malade qui arrive, s'il n'a pas de masque, même les agents qui travaillent, s'ils n'ont pas de masque, ils ne pourront pas entrer dans les services. Mais au-delà des gestes barrières, est-ce qu'il y a un parcours, est-ce que vous avez modifié le parcours des malades, disons, vulnérables? Est-ce qu'ils passent par les mêmes portes, les mêmes routines avant d'arriver à vous? Ou est-ce que vous avez aménagé justement maintenant des voies un peu plus rapides, fast-trackées? On a réorganisé. Dernièrement, on a mis dans nos services des points d'eau, en tout cas des points sur lesquels on a 3 points sur lesquels les malades, quand ils viennent, au moins, ne serait-ce que par rapport à leurs mains, ils vont se laver les mains. En même temps aussi, nous changeons régulièrement de drap. Malheureusement, il y a un problème, parce qu'on l'a souligné au niveau de la direction de l'hôpital, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore réglé, parce qu'on ne peut pas utiliser, parce qu'on n'a pas suffisamment de draps. Mais il y a des draps jetables qu'on utilise, c'est des genres de papier, des rouleaux, on en a demandé depuis belle lurette, on ne nous a pas encore donné. Ça aussi, c'est un facteur qui peut poser de problèmes par rapport à la prise en charge de ces malades. L'autre élément sur lequel je voudrais revenir, je ne sais pas si le temps me le permet. Alors, on a juste 1 minute pour vous. Et je reviens sur les conséquences. Sur les conséquences économiques et financières. Voilà, c'est important. J'allais en venir parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'hôpital a plus de 80% ou 70% de son personnel, c'est l'hôpital qui le paye. Aujourd'hui, si vous n'avez pas ces recettes que vous devrez avoir pour payer, ça va se répercuter à la fin du mois sur le paiement des salaires et sur le paiement des motivations. Ça, c'est un véritable problème. En même temps aussi, vous savez, si vous avez 10 malades, les 7 pratiquement, c'est des gens qui ne payent pas à leurs frais. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas directement de leur argent. Soit c'est des imputations budgétaires, soit c'est du plan Sésame, soit c'est la couverture maladie universelle. Or, vous savez, la dette des hôpitaux est en train de faire couler ces hôpitaux. On a interpellé le président de la République le 9 lors du conseil présidentiel. Et il avait donné instruction au ministre du Budget d'effacer la dette des hôpitaux. Le ministre du Budget avait pris l'engagement de le faire. Mais jusqu'à présent, nous constatons que cela n'a pas été fait. Maintenant, nous, pour les propositions, moi je pense qu'on avait des recettes prévisionnelles. Pour chaque structure, chaque mois, on avait des recettes prévisionnelles. Si on ne parvient pas à l'atteindre, mais le gouvernement n'a qu'à faire des subventions d'équilibre. Pour chaque structure, ça nous permettra au moins ce qu'on nous demande de faire en termes de travail, qu'on puisse le faire. Et nous demandons à l'État de faire des subventions d'équilibre comme pour compenser les manques à gagner. Ils l'ont fait pour les entreprises avec 200 milliards. Ils l'ont fait avec les hôteliers avec 51 milliards. Nous avons bien entendu. Donc, le remboursement des arriérés et une subvention d'équilibre pour compenser les manques à gagner. Exactement. Très bien. Votre message est bien passé. Le dernier tour de parole au docteur Ousmane Gueye, le directeur du SNEPS. Docteur Ousmane Gueye, justement, en termes de propositions, disons, créatives, si les malades hésitent à venir vers l'hôpital, est-ce qu'il y a moyen que l'hôpital se déplace, l'hôpital au sens large du terme, les structures de santé se déplacent vers les malades? Est-ce que ce n'est pas une solution? Est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus flexible, changer un peu les manières de faire? Mais aujourd'hui, j'avoue que les gens sont en train d'imaginer beaucoup de choses et qui marchent très bien. En fait, je pense qu'aujourd'hui, certains médecins travaillent consultent leurs malades via l'Internet. Donc, les consultations à distance. La télémédecine, elle existe, même bien qu'elle n'est pas très développée dans notre pays. Mais certains, aujourd'hui, sont en train de travailler sur ça. Et également, je crois que quand même, il y a énormément d'initiatives de la part des médecins. Mais ce qui est important aujourd'hui de savoir et de dire, c'est effectivement attirer l'attention de nos populations, qu'effectivement, ils doivent continuer à se soigner. Et il y a des structures qui sont dédiées à ça. Et également, le personnel est là pour les prendre en charge. Je pense que ça également, c'est un discours qu'on doit tenir à la population. C'est un message qu'on doit tenir à la population. C'est un message il faut aujourd'hui rassurer la population. Surtout les femmes enceintes qui doivent faire leur visite prénatale, les enfants qu'on doit vacciner, les porteurs de maladies chroniques, vous les avez évoqués tout à l'heure. Il faut vraiment que le message soit très clair. Je crois que vous m'avez suivi depuis plusieurs jours. Exact. Je parle de ça.
En fait, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on revienne sur ce que nous faisions ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire, on faisait très bien les choses, on était de très bons élèves sur le plan du PEV. Il faudrait qu'on continue sur ça. Il faut maintenir les acquis. Voilà, il faudrait que les parents, que ce soit les pères, les mères, sachent qu'effectivement, aujourd'hui, le programme élargi de vaccination n'a rien à voir avec le Covid-19. Donc, par conséquent, ils doivent continuer à amener leurs enfants pour la vaccination. Ça nous permettra vraiment d'éradiquer définitivement la poliomyélite, la rougeole, etc. Je pense que ça, c'est fondamental à savoir. Les femmes en état de grossesse doivent continuer leur consultation prénatale. Il y a les gynécos, il y a les sages-femmes qui sont là à leur disposition et qui sont protégées. Elles-mêmes, en venant à l'hôpital, il faut qu'elles se protègent. Je pense que c'est ça uniquement qu'on doit dire à la population. Très bien. Beaucoup de messages à faire passer. En tout cas, je pense que vous pourrez continuer à compter sur les médias pour faire passer ces messages absolument essentiels. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouvons dans l'édition en Wolof tout à l'heure. À 12h47, c'est la fin de cette édition du Grand Journal.